Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor est excusée de donner pouvoir à Daniel Barré. Moussa Ostur. Présent. Anne Pasco. Présent. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Présent. Boubacar Ba est excusé de donner pouvoir à Atif Khalid. Daniel Barré. Asma Mana Yamadi. Présent. Fatima Tasso. Présent. Ali Figuera m'a donné pouvoir à Franck de Maumont. Fabienne Henry. Présent. Abdullah Oren. Présent. Espérance Paturo est excusée de donner pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Jean-Claude Renouf. Présent. Élodie Torres est excusée de donner pouvoir à Christophe Rambaud. Bruno Toine est excusé de donner pouvoir à Anne Pasco. Thierry Jolivet. Présent. Monsieur Christian Doulou est absent. Eulalie Lama. Absent. Là. Il n'est pas encore libre en tout cas. Non, elle Est absente. Non, Pour le moment. Elle m'a dit qu'elle n'est pas là. Ah bon? C'est pour ça que j'ai pris sa place. T'es Donc, sûr de ce que tu elle dis est parce que... absente. Cyril Faure. Oui, présent. Michel Perrier est excusé. Patrick Gage est excusé de donner pouvoir à Cyril Faure. Monsieur Sévic est excusé. Farah Loiseau. Présent. Cassim Balaban. Présent. Et Claire Prieux est absente. Secrétaire de séance, on désigne Fatimata, c'est ça? Pas d'opposition, pas d'abstention, donc on désigne Fatimata. Merci. Vous avez sur table une motion qui vous est proposée concernant la loi Duplon. Vous aurez le temps de lire en diagonale pendant le conseil. On en parlera à la fin du conseil. Voilà. Ensuite, bien, je vous rappelle que en mars dernier, avec une délégation, nous avons participé à la célébration des 900 ans de la création de la ville de Ponte de Lima dans le nord du Portugal. Alors, c'est donc l'acte fondateur de la naissance de la commune est donc le 4 mars 1125, où donc la reine Doña Teresa a remis aux notables de la ville de Ponte de Lima la charte. Donc, elle est Doña Teresa, la mère du premier roi du Portugal, donc c'est à la fois la charte fondatrice de la royauté portugaise et la fondation de la ville de Ponte de Lima. Donc à l'occasion de ces 2 jours où nous avons le premier jour renouvelé l'ensemble des jumelages avec les villes qui étaient déjà jumelées, plus il y a eu 2 nouveaux jumelages avec une ville du Brésil et une ville chinoise, nous ont été remis cette statuette avec un livre sur la royauté, la naissance de la royauté portugaise. Donc cette statuette, c'est l'incarnation de Doña Teresa qui a fondé la royauté portugaise et la charte qui a préfiguré la fondation de la ville de Ponte de Lima et le fameux pont, le pont sur le Lima. Voilà, donc cette statuette a mis 6 mois pour nous parvenir, puisque nous n'avions pas pu la ramener dans nos bagages, une plaquette, une statue fragile, on n'a pas pu le ramener dans les bagages de l'avion. Donc c'est des amis portugais qui ont profité de leurs vacances pour nous ramener la statuette en bon état. Voilà. Donc eh bien, écoutez, on installera une copie avec tous les autres objets qu'on nous a remis lors des visites dans nos villes déléguées. Voilà, pour l'information. Eh bien, écoutez, nous allons commencer le... Ah oui. Vous avez reçu le PV
du dernier conseil, du 17 juin. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc je vous propose de l'approuver. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Ce PG est adopté. Merci. Délibération numéro 1. Nous allons installer un nouveau conseiller municipal. Donc je vous informe que suite à la démission le 11 juin 2025 de Madame Virginie Durand, élue de la liste Un Nouvel Élan pour Chalette, il convient de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Conformément à l'article L 270 du Code électoral, il y a lieu de compléter l'Assemblée délibérante par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée. Il s'agit donc de M. Mohamed Selik, que je déclare donc officiellement installé dans ses fonctions aujourd'hui même. Voilà. Même s'il est excusé, il est installé dans ses fonctions et il a accepté de siéger au conseil municipal. Voilà, il n'y a pas de alors. Délibération numéro 2. Ça concerne le gymnase, la construction du futur complexe sportif Paul-Éluard. Nous avons une mise à jour à nouveau du tableau de financement pour tenir compte des dernières informations qui nous sont arrivées pendant l'été concernant le financement par le CRST. Donc on vous informe que les services de la région, afin d'assurer un financement optimal du futur complexe sportif Paul-Éluard par le contrat régional de solidarité, de soutien au territoire, ont proposé d'élargir la base des dépenses éligibles en intégrant la démolition de l'ancien équipement, dans la mesure où il s'agit de la même opération. Ainsi, conformément aux règles de calcul en vigueur dans le CRST, la ville pourrait prétendre à bénéficier d'une subvention prévisionnelle de la région de 650 000 €. À cette occasion, je précise également que les aides du CRT et de l'Agence nationale des sports ont été actualisées à l'appui des notifications reçues. Voilà, donc vous avez le nouveau tableau avec l'ensemble des postes de dépenses et l'ensemble des postes de recettes qui nous ferait un financement global, un financement des subventions à hauteur de 46%, de 44%, pardon. Donc je vous propose d'approuver ce nouveau tableau. C'est parce que je pense que la région nous demande une délibération tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on met à jour. C'est pour ça qu'on délibère aujourd'hui. Il faut cette nouvelle délibération pour le conseil régional dans les jours qui viennent. Donc je vous propose d'approuver ce nouveau tableau de financement. On a eu la première réunion du lancement de l'opération cet après-midi même, avec l'ensemble des entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres et qui ont été choisies. Donc l'ensemble des lots ont été attribués, y compris sur la géothermie, qui fait l'objet d'un lot à part. Donc l'opération va démarrer avec l'option géothermie qui a été consolidée au cours de l'appel d'offres. Voilà, bon, on a 18 mois de travaux, à peu près. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3, la signature d'une convention de servitude avec Enedis, rue Saint-Just, Monsieur Osturk. Oui, merci Monsieur le maire. Dans le cadre du projet de modernisation de la ligne Paris-Clermont-Ferrand, impliquant une augmentation de l'alimentation en tension d'une sous-station SNCF à Sepois, Enedis propose de conventionner avec la commune pour le passage de câbles en souterrain sur les propriétés communales. Une délibération a été prise en ce sens le 29 avril 2025. Une parcelle ayant été ajoutée suite à un ajustement de périmètre, je vous propose de délibérer pour l'intégrer au projet global. Il est envisagé la pose de canalisation souterraine sur la parcelle cadastrée BC 367 située rue Saint-Just, créant une servitude de 3 mètres de large sur environ 23 mètres de long.
il est proposé de passer une convention de servitude avec Enedis pour le passage de canalisation souterraine sur la parcelle cadastrée BC 367, propriété communale, moyennant une indemnité de 20 €. Compte tenu de cette précision, je vous propose d'approuver et d'autoriser la signature d'une convention avec Enedis. Bon. Ça concerne la SNCF, une sous-station qui a ce poids, mais qui est alimentée par Villemandeur, puisque c'est là où arrive toute l'électricité, la station du Mont. Est-ce qu'il y a donc des remarques? Je propose donc d'adopter et de m'autoriser à signer cette convention de servitude avec Enedis. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 4, c'est une subvention concernant l'aide au transport pour les associations sportives, pour les associations, pardon. Il s'agit des ACPG CATF. Monsieur Khalid. Merci Monsieur le maire. Donc, depuis de nombreuses années, la ville de Chalette participe une fois par an aux frais de transport collectif des associations en prenant en charge une partie du coût du transport. Auparavant, donc, les associations étaient donc tenues de commander leur sortie auprès du transporteur attributaire du marché public de la ville. Désormais, il est proposé de laisser aux associations le libre choix du transporteur dans le but de leur faire bénéficier de tarifs plus avantageux et de leur permettre de gérer elles-mêmes leur sortie en toute autonomie. Néanmoins, la ville souhaite maintenir son soutien au secteur associatif en apportant toujours sa participation financière une fois par an sous forme de subvention sur demande écrite et sur facture acquittée du transporteur. Le montant maximal de la subvention communale est fixé à 400 €. Si le montant de la facture est égal ou supérieur à cette somme, si le montant de la facture est égal ou supérieur à cette somme, la participation communale sera 400 €. Non, en fait, si le montant de la facture est supérieur ou égal à 400 €, on donne 400 €. Si elle est inférieure, on s'aligne sur le montant de la facture. Voilà. Donc si ça dépasse les 400 €, ça va être à 400 €. Si c'est inférieur à 400 €, on donne le montant, on paye la facture. On paye la facture du montant initial. Pardon, c'est pas clair la rédaction. Bien, tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a des... Bon, ça revient régulièrement. Hein. L'application du règlement, c'est nous-mêmes, mais au transport associatif. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 5, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Ronda Typica. Monsieur Khalid. Donc le 14 juin dernier, dans des festivités liées au festival de Loin, la ville avait sollicité l'association Ronda Typica afin que des groupes portugais folkloriques puissent animer le festival. Donc dans le cadre de ces festivités, l'association sollicite le remboursement des frais générés pour la participation et le transport des 10 groupes pour un montant total de 1 890 € via une subvention exceptionnelle. Très bien. D'accord. Il y avait 2 groupes qui sont venus. Pour l'essentiel, c'est le prix du transport qui coûte cher. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Je propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 6. Attribution d'une subvention exceptionnelle aux associations Guidon Chalettois et US Chalet de ce Rambaud. Oui. Les 2 associations, Guidon Chalettois d'une part et US Chalet d'autre part, demandent à la mairie d'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant respectif de 6 000 € et de 12 000 € pour pouvoir acquérir, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, donc d'une part un véhicule minibus pour l'association du Guidon Chalettois et d'autre part 2 véhicules minibus pour l'US Chalet Omnisport pour 2 de leurs sections. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de compléments d'information? Oui, monsieur
bonsoir Monsieur le maire. Oui, juste pour resituer un petit peu la situation, c'est les minibus qu'on revend quand ils viennent de Chalette ou c'est... Alors je parle de l'US Chalette. Il me semble que concernant la partie cycle, c'est un véhicule neuf, on a déjà échangé de nombreuses fois. Occasion aussi. Ce sont trois minibus de notre parc municipal qu'on avait décidé de mettre en vente il y a quelques mois. Quand on a écrit aux associations, il y a eu 2 assos candidats, en l'occurrence l'US Chalette et le guidon Chalettois, pardon. Donc ce sont des minibus d'occasion du parc municipal. Bah écoutez, c'est très bien, merci. Des minibus qu'on a remis en état, on a fait une révision complète sur les organes de sécurité et qu'à partir de la vente, les associations sportives en question seront propriétaires et géreront leurs minibus. Voilà. Il nous en reste encore 3 à nous pour les besoins de fonctionnement des services municipaux et d'autres associations éventuellement. L'idée, comme j'ai expliqué, c'est que nos minibus commencent à vieillir et voilà, c'est compliqué de prendre la responsabilité de continuer à les faire naviguer loin de Chalette et loin du département. Voilà. Oui, monsieur Malabon. Merci, monsieur le maire. Je trouve ça dommage qu'on fasse 2 délibérations. On aurait pu les vendre à un euro symbolique, ça aurait été plus vite. Clairement, parce que là, on passe des délibérations en disant qu'on les vend, et après on fait une délibération pour leur donner une subvention. Finalement, on leur donne en fait ces minibus, ils le font clairement. Je trouve ça dommage de faire en 2 temps, alors qu'on aurait pu faire en un seul temps en disant on vous vend à un euro symbolique. Bon, le problème, c'est que les minibus ont une valeur dans le patrimoine de la commune, ils ont une valeur, voilà, comptable, premièrement. Deuxièmement, on en revient à une discussion qu'on a eue sur les redevances qu'on demande aux associations. C'est une façon de rendre transparent les décisions que l'on prend. Si on avait donné le minibus, on n'aurait pas vu la transaction. Or que là, on voit clairement le montant de l'aide apportée par la commune à ces associations. Ça rend cette aide vraiment, en termes d'information du conseil municipal et des citoyens, et du trésor public, ça rend transparent ces transactions. Vous voyez, ce qui a été dit aussi avec nos associations, c'est qu'on diminuera sur 3 ans le montant de leur subvention annuelle de 2 000 €. D'accord? C'est ce qui a été annoncé. Voilà. Donc on diminuera de 2000, enfin de 2000, de 2 fois 2000 pour chez un et de 2000 pour l'autre sur les 3 exercices à venir, 26, 25, 28. Voilà. Donc, mais ça va être du marchandage, de toute façon, vous imaginez bien, mais enfin au moins c'est transparent. Oui, d'accord, très bien. Mais le fait qu'il y a 2 associations qui sont manifestées, si les autres associations ont été au courant qu'effectivement il y aura une subvention par rapport à ça, peut-être que d'autres associations se seraient manifestées, quoi. Et moi c'est ça qui me dérange. On n'a eu aucune autre demande. Non, mais oui, mais quand on dit qu'on vous vend le véhicule, les associations disent est-ce qu'on a les moyens ou pas, c'est par rapport à ça qu'ils disent qu'ils sont intéressés ou pas, en règle générale. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils disent je ne suis pas intéressé. Mais là, j'ai 2 associations qui disent on est intéressé, donc pour moi ça veut dire qu'elles ont les moyens. Et au moment où on leur donne une subvention, moi ça me pose problème, parce que du coup ça veut dire que les autres associations, si on leur a dit vous faites votre demande et vous aurez la subvention du véhicule, peut-être qu'on aura eu d'autres manifestations. Et c'est ça qui me dérange, c'est l'équité entre toutes les actions à ce niveau-là. C'est juste ça. C'est ça qui me dérange. Mais sinon, je trouve ça très bien sur le fait qu'effectivement, qu'on les subventionne et qu'on récupère les subventions sur les 3 années à venir. Ça fait une sorte de crédit pour eux. Ça, je trouve très bien. Crédit. Entre guillemets, voilà. Je mets entre guillemets pour que ça soit clair. Mais peut-être que cette information-là, on aurait pu le donner à toutes les associations si ça n'a pas été fait. Peut-être que ça a été fait, hein. J'aurai la réponse de suite. Mais dans le cas où ça n'aura pas été fait, ça aurait été bien que ça soit fait. C'est tout. Alors,
je ne sais pas si c'est pour vous rassurer, mais la communication a été faite envers toutes les associations. On a pris le temps de communiquer. Il se trouve qu'il n'y avait que ces deux-là qui exprimaient le besoin, parce que ce sont ces deux-là qui, quelque part, utilisent le plus souvent le transport minibus, qui vont même assez loin pour certaines, et qui se retrouvaient dans le... Rappelez-vous, hein, on avait modifié la délib sur les 750 km déjà, donc c'est des assos qui utilisent régulièrement les minibus. Donc les autres n'ont pas souhaité acquérir un minibus. Le foot, on avait déjà acheté un, lui, il y a quelques mois. Mais les autres assos ont bien été informés et aucune n'a souhaité le faire. D'abord, l'US Omnisport, je rappelle, il y a 5 sections. L'US Omnisport a consulté, il y a que la section foot, la section taekwondo, on dit nous on est intéressés. Voilà, donc quelque part, il n'y a pas quelque part d'inquiétude ou de dire de communication qui a mal été effectuée ou pas effectuée. Tout le monde a bien eu les informations en amont. On a pris le temps, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on en parle, hein, peut-être plus que ça. Hein, et puis la réciprocité, comme l'a dit M. le maire, sur les conditions, y compris de paiement, parce que c'est un peu ça, ça vient être expliqué à tout le monde. Donc, non, il n'y a pas de sujet. Super. Bien. Je trouve que c'était important de le dire. De toute façon, je pense qu'y compris à terme pour le fonctionnement des équipements municipaux, moi je pense que pour les petites et les grandes vacances, que ça pour les centres de loisirs, ou pour le service jeunesse qui peut être amené à faire des déplacements hors chalet, je crois qu'il sera plus prudent de louer du matériel. Parce que si on loue du matériel chez Avis ou chez Super U, on est sûr qu'il est en bon état. En tout cas, on n'est pas une entreprise de location, c'est ça que je veux dire. Voilà. On a beaucoup de mal à... Et peut-être, voilà. S'il y a une association qui est demandeur, ben on en reparlera ici. Hein. Bien, je vous propose donc... On vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Deux délibérations qui concernent la crèche de Vézines, la crèche qui est gérée actuellement par la CAF du Loiret. Donc, délibération numéro 7, convention d'objectifs et de financement pluriannuel avec VIF 3, Centre Val de Loire et la ville de Chalette. Madame Sceaux. Merci, monsieur le maire. Par courrier reçu en mairie en juin 2025, la CAF du Loiret informe la mairie qu'un transfert de gestion de la crèche de Vézines auprès du groupe VIF 3, Centre Val de Loire, interviendra dès septembre 2025 et ce jusqu'au 31 décembre 2028, échéance à laquelle le transfert définitif sera étudié. Cette période doit permettre aux repreneurs de dégager des pistes d'optimisation permettant de trouver un équilibre financier durable de la structure. Parmi les différents aspects du projet de reprise étudié avec ce repreneur, le déclenchement du bonus territoire offre nouvelle par la CAF du Loiret serait possible dans le cadre de ce transfert dès septembre 2025, permettant de sécuriser le financement de cet équipement. Pour déclencher le dit bonus auprès de VIF 3, il serait fortement souhaitable que la collectivité subventionne ce groupe de la manière suivante. 17 000 € au titre de l'année 2025, puis 35 000 € annuellement jusqu'au 31 décembre 2028. Le versement de cette subvention au nouveau gestionnaire peut être justifié par le fait que la commune est depuis le 1er janvier 2025 autorité organisatrice AO de l'accueil du jeune enfant, compétence obligatoire, conformément à l'article 17 de la loi 2023 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi qui a ainsi créé un service public de la petite enfance. Un premier décret donc, en date du 20 mars 2025 est venu préciser un volet de la nouvelle compétence communale. Par ailleurs, le montant annuel de la convention étant de 35 000 €, soit supérieur au seuil de 23 000 € au-delà duquel la collectivité doit obligatoirement passer une convention, il est proposé de conclure avec ce groupe une convention d'objectifs et de financement pluriannuel de 2025 à 2028 et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Les versements seraient établis ainsi. Pour l'année 2025, donc 17 000 € au cours du dernier trimestre, et les années de 2026 à 2028, 35 000 € au cours du premier trimestre et au plus tard, après le vote du BP. Au terme de la convention, le conseil municipal se prononcera sur le maintien ou non d'une convention. Je vous propose
d'une subvention, excusez-moi. Je vous propose donc d'autoriser M. le maire à signer cette convention. La crèche de la CAF, c'est une grosse crèche, hein, depuis des décennies, hein, avec 40, 60 personnes, enfin 40 plus 20. En tout cas, c'est une grosse structure d'accueil de la petite enfance, qui est fréquentée par des habitants, des enfants de Chalais et des enfants de toute l'agglomération depuis bien longtemps. Vraiment, voilà. Donc, la délibération suivante reviendra sur l'aspect financier. Vous verrez. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc de voter cette délibération numéro 7. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vais donc adopter à l'unanimité. Merci. Donc sur la même affaire, délibération numéro 8, c'est la convention de financement donc, entre la CAF du Loiret et la ville de Chalais pour le transfert de la gestion de la crèche de Vézines. Madame Sau. Dans le cadre de l'engagement de la mairie au versement d'une subvention au nouveau gestionnaire de la crèche de Vézines, la CAF du Loiret s'engage à une revalorisation exceptionnelle des différents bonus versés à la commune. Ainsi, pour formaliser cette revalorisation, il y a lieu de conclure une convention entre la CAF du Loiret et la mairie de Chalais-sur-Loing qui prévoit donc un bonus territoire revalorisé d'un montant de 1 900 € au lieu de 1 100 € par place pour la crèche Casanova, à compter du caractère exécutoire de cette délibération et signature de ladite convention en septembre 2025. Un bonus également trajectoire donc d'un montant total annuel de 12 000 €. Cette convention est conclue à durée déterminée de septembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2028. En cas de transfert définitif de la gestion de la crèche de Vézines à Vive 3, Centre Val-de-Loire, les montants des bonus trajectoires et territoires exposés plus avant seront maintenus au 1er janvier 2029 si la collectivité maintient son engagement financier auprès de l'équipement. Je vous propose donc d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Voilà, bon, vous avez compris que c'est la contrepartie de notre engagement, c'est-à-dire entre le bonus, alors c'est des bonus trajectoire, bonus territoire, c'est des dispositifs qui sont gérés au niveau national hein, par la CAF du Loiret, c'est des dispositifs gérés nationalement. Et en tout cas, les bonus territoire et trajectoire compensent largement la subvention qu'on est amené à verser pour le transfert de gestion auprès de l'organisme qu'on a mentionné et qui permet d'assurer le maintien de cette offre sur le territoire. C'est-à-dire qui concerne largement, ça concerne le territoire de l'agglomération et au-delà. Ça concerne pas que la ville de Chalais. D'où aussi l'effort consenti par les financeurs. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, donc on fera un point dans 3 ans hein, si tout se passe bien sur cette affaire. C'est des questions. Je vous propose de m'autoriser à signer cette convention financière avec la CAF pour valider donc ces bonus, territoire et trajectoire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9, signature d'une convention pour le salon de la parentalité, Madame Mana Yamali. C'est pour voir de près ou de loin? De voir comment dire, juste pour la lecture, ça est bien quoi. Moi j'ai des loupes. Hein. Sinon Fatoumata va lire, c'est de la petite enfance. Enfin, c'est de la parentalité. C'est trop flou. Fatoumata va la lire, pas de souci. Moi, je suis Et bien, Madame Sau, de nouveau. Oui. Merci, je t'en prie. L'édition précédente du Salon de la parentalité destinée à la petite enfance a mis en évidence un besoin d'ouvrir le champ de la parentalité à des thématiques plus larges. Ainsi, de nouveaux partenaires se sont greffés au projet pour aborder l'ensemble du parcours parental de la grossesse à l'adolescence. De ce fait, le CEF a intégré le COPIL du Salon 2025. Dans le cadre
Une convention sera signée entre les parties afin de déterminer les missions respectives et les engagements financiers des collectivités. Il est donc proposé d'autoriser à Monsieur le maire de signer cette convention. Très bien, donc il se déroulera quand? Oui, mais quand? Le 11 octobre. 11 octobre, c'est sur une journée. 11 octobre à 2011. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Délibération, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 10, une convention financière de reprise d'un CET, c'est contrat, c'est le compte épargne-temps avec la CC4B, Madame Hugues. Merci, Monsieur le maire. Un agent de catégorie B a muté au sein de la communauté de communes des 80 livres le 1er septembre 2025. Cet agent disposait d'une épargne de 50 jours de congé non pris sur son CET, compte épargne-temps. Le nouvel employeur, ayant accepté de reprendre ce solde, constitue alors que l'agent était en poste au sein de notre collectivité. Il convient de l'indemniser. C'est pourquoi il est proposé de signer une convention financière de reprise du CET avec la CC4V. Pour cette indemnisation, il convient de retirer les montants applicables prévus pour la fonction publique de l'État, tels qu'ils sont revalorisés par un décret du 24/11/2023, à savoir 100 € brut par jour pour un agent de catégorie B. Dans ce cadre, il est proposé d'approuver la convention afférente et d'en autoriser Monsieur le maire à la signature. Et on l'a déjà fait pour plusieurs agents, on en a déjà parlé au conseil. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Je propose d'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 11, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Madame Hugues. Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs comme suit pour permettre les mouvements suivants. Création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives à temps complet. Donc c'est un recrutement d'un nouveau MNS. Donc c'est une création d'un poste parce qu'il remplace un agent qui est parti mais qui n'était pas dans le même grade. Donc c'est un nouveau grade, on est obligé. C'est toujours, ça n'augmente pas les effectifs, mais comme il ne sera pas dans le même grade, on est obligé de le créer. Création d'un poste d'adjoint administratif, principal première classe à temps complet. C'est pareil, c'est des personnes qui ont passé des examens ou qui ont eu des concours, donc qui évoluent dans leur grade, mais qui sont déjà en poste. Création d'un poste d'adjoint technique principal première classe, c'est la même chose aussi. Hein. C'est toujours des agents qui évoluent dans leur grade. Création de postes d'adjoint technique à temps complet aussi. Donc c'est pour aussi remplacer des gens. Il y a une personne qui est mise en stage, donc qui évolue aussi dans sa carrière, et un agent du service technique qu'on fait, qui était en PEC et qui est maintenant en contrat, qu'on y a fait un contrat. Donc c'est une évolution aussi dans sa carrière, mais c'est des agents qui sont déjà en poste. Création d'un poste d'adjoint technique à 24h50 hebdomadaire, c'est aussi un remplacement de poste, puisque c'est une personne qui a changé de service, qui est partie dans un autre service puisqu'on a eu un départ, et cette personne-là, donc aujourd'hui, elle est remplacée, c'est pour remplacer cette personne qui était qu'à 24h30 aujourd'hui. Voilà, c'est des... Voilà. Voilà, donc on demande d'approuver la délibération. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 12, la création d'un emploi dans le cadre d'un PEC pour un emploi de chauffeur-livreur. Madame Hugues. Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce type de contrat est aidé par l'État en prenant en charge un pourcentage du SMIC brut
par heure travaillée pour une durée de 20 heures hebdomadaires. Aussi, les heures effectuées au-delà n'ouvrent pas droit à une aide. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans ce cadre, il est proposé de créer le poste suivant à raison de 25 heures hebdomadaires à compter du 3 novembre 2025. Un chauffeur-livreur à la cuisine centrale. Ce contrat d'une durée initiale de 6 mois pourra être renouvelé selon l'arrêté préfectoral en vigueur, sous réserve de renouvellement préalable de la convention passée entre l'employeur et le Pôle emploi. Voilà. Donc les contrats, maintenant, ça peut être, au jour d'aujourd'hui, c'est que 6 mois, parce que ça change souvent à Pôle emploi, donc aujourd'hui c'est 6 mois. Après, on verra si il y a une évolution dans les contrats qu'on va conduire, ou alors on verra après. Si c'est quelqu'un qui peut, si ça nous permet, nous, de voir si c'est un agent aussi qui peut convenir, soit pour lui ou pour nous. Voilà. Très bien, ça marche. Ça fait un peu tremplin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose d'autoriser la création de cet emploi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Délibération numéro 13, création d'un emploi permanent d'agent polyvalent d'entretien et de maintenance. Madame Hug, au niveau des services techniques, je suppose. Alors, au terme de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de renforcer les services techniques, la ville de Chalette-sur-Loing souhaite créer un emploi permanent d'adjoint technique territorial à temps complet pour exercer les fonctions d'agent polyvalent d'entretien et de maintenance au sein des villes. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de la filière technique, du cadre d'emploi de l'adjoint technique au grade d'adjoint technique territorial. Au regard de la spécificité de l'emploi, de l'expertise et des compétences attendues, et si le recrutement d'un fonctionnaire s'avère infructueux, l'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel relevant de la catégorie C, conformément à l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique, de recruter un contractuel sur tout emploi permanent. L'agent contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans et au maximum pour une durée initiale de 3 ans. Bien, donc, on a déjà fait ça. Tout le reste, on l'a déjà dit. En fait, il s'agit de pérenniser l'emploi d'un agent qui est déjà au service technique depuis un certain nombre d'années, qui donne tout à fait satisfaction, qui devrait être mis en stage en vue de sa titularisation, mais qui n'est pas de nationalité française. Il ne peut pas être fonctionnaire. Il ne peut pas être titularisé fonctionnaire. Donc cet agent qu'on souhaite conserver et qui donne tout à fait satisfaction, on va, à travers cette procédure, pour stabiliser son poste, créer un emploi, un contrat de 3 ans, qui peut être renouvelé une fois, et qui fait qu'à l'issue de 6 années de travail dans la collectivité, il est en CDI de droit public, ce qui aussi conforte son emploi. Voilà, tout simplement, on a quelques agents comme ça qui ne peuvent pas être mis en stage, qui ne peuvent pas être titularisés, puisqu'ils ne sont pas de nationalité française, tout simplement. On en a fait plusieurs cette année, donc des contrats de 3 ans, justement, puisque c'est des agents qui sont depuis longtemps dans la collectivité, puis qu'on ne peut pas... Et pas pour les intégrer. Bien. Donc, je vous demande l'autorisation de créer cet emploi permanent d'un agent polyvalent. Donc, en fait, l'emploi, le poste d'un point de vue budgétaire existe déjà. Hein, ce n'est pas un nouvel emploi. Ça, pour tout dire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 14. Ça concerne la piscine.
la création de 2 postes de vacataires pour la piscine. Madame Hug. Compte tenu des difficultés à pallier l'absence de maître nageur sauveteur confirmé et de recruter ce profil à temps complet, il est proposé que les MNS en poste soient moins sollicités le week-end afin d'être plus présents en semaine sur les temps pédagogiques. De transférer une partie de la surveillance des bassins lors des week-ends à des surveillants titulaires du BNSSA, Brevet national de sécurité du sauvetage aquatique. 2 étudiants se sont proposés pour assurer un roulement sur l'établissement en fonction de leur disponibilité et des besoins du centre aquatique. Il est précisé que ces interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu et sans aucune régularité. Sur ces bases, il est proposé de créer 2 postes et de rémunérer ces professionnels à la vacation à raison de 14,02 brut de l'heure pour la période du 13 septembre 2025 au 30/6 2026. On avait déjà eu recours les années passées à ce type de... D'abord, ça donne un peu de souplesse dans la gestion du temps de travail des agents permanents, maîtres, nageurs, sauveteurs, dont la présence est obligatoire lorsqu'on accueille du scolaire, puisqu'il faut qu'ils aient le statut d'enseignant, un statut qui leur permette d'enseigner la natation à des scolaires sur le temps scolaire. Et puis, alors que le week-end, on n'a pas cette obligation-là, puisque le public accueilli le week-end n'a pas besoin obligatoirement de MNS. La deuxième, c'est vous avez vu qu'on a une convention avec la société de sauvetage et on est école de formation des BNSSA. Donc c'est bien aussi qu'on puisse employer de temps en temps les BNSSA qu'on forme nous-mêmes et ce sont souvent, pas que, mais souvent des étudiants en plus à qui on peut donner un peu de boulot le week-end ou les petites vacances ou les vacances. Donc voilà, tout le monde, je crois que c'est tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questionnements sur cette affaire? Et ça donne de la souplesse dans la gestion de notre personnel, notamment en termes de rémunération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. On a la motion sur la loi du plomb. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire pendant le conseil. Avant d'aborder la loi du plomb, juste une petite info, mais on en reparlera au prochain conseil. On attend la convention, on n'a toujours pas la convention. Nous avons répondu à un appel à projet d'État au mois de juin, ça s'est fait très très vite, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de se retourner. Ça s'est réglé au niveau de la préfecture donc, à Orléans sur la création d'une maison France Service à Chalette. On pourrait créer une maison France Service à Vézines, qui serait bien pour le quartier, compte tenu des pertes de services qu'il y a eu. Donc une maison France Service qui emploierait 2 personnes, issues on va prendre dans le personnel municipal. La convention qu'on a avec l'État fait qu'on sera financé une partie par l'État sur cette maison France Service à hauteur de 45 000 € par an. En contrepartie, nous devons nous engager à ouvrir la maison France Service à un minimum, évidemment, enfin, tous les jours, avec 2 emplois à minimum de 24 heures. Voilà. Mais nous, bon, on va avoir des emplois. On a au moins un agent qu'on a identifié qui est à 35 heures, donc lui il sera à 35 heures, l'autre qui est à temps partiel, qui sera à temps partiel. On aurait identifié 2 personnes dans le personnel municipal. Alors la question c'est que cet appel à projet de l'État national devait faire l'objet d'une communication gouvernementale par le ministre chargé de cette affaire-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, le ministre. Est-ce que dans le cadre d'expédition des affaires courantes, ils vont annoncer la création de ces... Il y a une centaine de maisons dans la France. Voilà, sinon, voilà. On est dans l'attente de la convention et de la décision de l'État au niveau ministériel. Voilà. Mais bon, après, on rentrera un peu plus dans le détail avec vous lorsqu'on aura la convention, parce que parler d'une convention que je n'ai pas sous la main, j'en connais les grandes lignes, mais
Tant qu'elle ne nous arrive pas officiellement, on ne va pas en parler. Je ne sais pas quoi en parler. Je vous parle du principe d'une création d'une maison emploi-service à Vézines. Concernant la loi du plomb, qui l'a mis? Anne Pasco. Merci, monsieur le maire. Donc, la loi numéro 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, dite loi du plomb, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 8 juillet 2025. Elle réintroduit notamment 3 insecticides de la famille des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, mesure la plus controversée du texte, pour certaines productions de fruits et légumes issus de l'agriculture française. L'acétamipride est actuellement autorisé dans 26 pays sur 27 en Europe, car autorisé sur le marché unique européen jusqu'en 2033, mais interdit en France depuis 2018, sauf pour la filière betteravière, puis définitivement interdit par la loi numéro 2020-1578 du 14 décembre 2020. Dès le départ, le projet de loi du plomb, bien que soutenu par certains partis politiques et par la FNSEA, a cependant suscité une forte opposition de la part des citoyens, car elle posait des questions d'ordre de santé publique, de préservation de l'environnement, mais également de survie de certains secteurs du monde agricole français qui craignaient une distorsion de concurrence. La loi du plomb, qui est également favorable à l'élevage intensif et soutient les projets de mégabassines, est promulguée le 11 août 2025 et publiée le 12 août 2025 sans son article 2 sur l'acétamipride, censuré par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025 au regard des exigences de la Charte de l'environnement. Les sages ont ainsi estimé que, faute d'encadrement suffisant sur les usages, la durée et les filières concernées, cette mesure était contraire aux exigences de la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle depuis les années 2000. Considérant que le projet initial de la loi du plomb s'inscrit dans une logique de compétitivité des filières agricoles, négligeant les conséquences sur l'environnement et la santé par l'utilisation des néonicotinoïdes, considérant que ce projet de loi marque un recul dans la préservation de l'environnement et de la qualité de vie des Français, considérant qu'aucune démarche d'harmonisation des pratiques agricoles n'est travaillée à l'échelle européenne afin de protéger notamment les producteurs français de la concurrence déloyale et de leur permettre d'avoir les mêmes moyens de production que leurs voisins européens, nous, élus de la ville de Chalette-sur-Loing, soutenons donc la censure imposée par le Conseil constitutionnel qui a banni l'article 2 de ce texte. De plus, nous, élus de la ville de Chalette-sur-Loing, demandons que le gouvernement interdise immédiatement toute importation de produits agricoles ou d'élevage dont la production a été exposée aux pesticides interdits en France et en particulier l'usage des néonicotinoïdes, afin que nos agriculteurs ne soient pas soumis à une concurrence déloyale de la part des producteurs étrangers, mettant ainsi en péril leurs exploitations et la filière agricole et d'élevage française dans son ensemble. Enfin, nous, élus de la ville de Chalette-sur-Loing, demandons au Parlement européen qu'en matière de protection environnementale des agriculteurs et des consommateurs, l'exception française devienne la norme. Donc, nous transmettons cette motion à Monsieur le Premier ministre, au ministère de l'Agriculture et aux représentants de l'État dans le département du Loiret. Oui, vous avez eu des émissions, il y a eu un article, il me semblait que voilà, il faut, si on veut être logique, il faut aller au bout des conséquences de la censure du Conseil. Sinon, on n'est pas logique. Voilà, et le gouvernement doit prendre ses responsabilités en la matière. Voilà. Bon, ça m'étonnerait que on nous écoute tout de suite. Mais bon, ça on dit rien. Hein. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des compléments. Enfin, je pense que la livre est assez précise, en tout cas, sur l'origine de la loi. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas des questions. Monsieur Jolivet. Non, alors,
Oui, bon, enfin, là, je suis à côté de question. Il est sûr que les trous dans la raquette en matière de sécurité alimentaire que nous propose l'Europe, il faut vraiment rectifier parce qu'actuellement il y a des œufs qui arrivent sur le marché qui sont impropres à la consommation, enfin qui sont non conformes à la consommation en Europe, mais qui arrivent quand même sur nos tables. Donc c'est vraiment un problème. De plus, ces produits chargés, quand on les lave, ils vont polluer nos eaux et notamment nos stations d'épuration, et ça nous oblige à avoir en plus un coût supplémentaire pour chacun d'entre nous pour dépolluer ces eaux. Donc, et puis il y a l'autre grande chose qui est en train d'arriver, c'est le Mercosur qui va nous nettoyer complètement de tout et voire rendre impossible le contrôle sanitaire qu'on a actuellement. Et pour l'industrie, c'est la catastrophe totale pour le peu que l'on produisons en Europe. Oui, c'est le sujet. Enfin, la délibération elle est un peu symbolique parce que je pense qu'il est bien que les citoyens, enfin, on est la plus petite entité démocratique, c'est le conseil municipal, c'est bien aussi que de temps en temps on fasse remonter le sentiment des citoyens. Je pense qu'un sentiment qui est partagé peu ou prou par l'ensemble des citoyens, quel que soit quand on parle d'environnement et de santé, on voit bien les ravages qu'ont fait tous ces produits-là depuis qu'on a, pour une certaine génération, ingéré depuis l'après-guerre. Et donc on voit les conséquences aujourd'hui dans les cancers, c'est évident. Voilà. Même si c'est parfois difficile de démontrer le lien direct. Voilà. Bien, eh bien, je vous propose de voter cette motion. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'il y a des... Peut-être, comme c'est une motion, on la vote à main levée, c'est plus politiquement visible. Donc, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui soutiennent cette motion, lèvent la main. Avec vous, pouvoir. Merci, elle est donc adoptée et sera transmise à la préfecture et au gouvernement. Le prochain conseil, le 14 octobre, 18h. Merci. Bonne rentrée. Et bonne rentrée à toutes et à tous. Ah oui, Marie-Madeleine a une information à donner au groupe majoritaire concernant le problème interne. Voilà. Ah, il y a le sous-préfet.